Bonsoir, bienvenue à tous pour la deuxième émission de Talkback GP. On va bien évidemment débriefer et parler du Grand Prix du Portugal qui s'est tenu ce week-end sur le circuit de Portimao. Et ce soir, on est ravis de pouvoir le faire avec l'intégralité de l'équipe Talkback GP, puisqu'on est ravis d'accueillir sur le plateau Audrey. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va. Un petit peu fatigué, mais ça va. Voilà, c'est vrai que ce matin, le vol a été un petit peu tôt. Un petit peu tôt. Juste en face de toi, et on est ravis de le recevoir cette fois en présentiel, c'est Thomas Morcellino. Bonsoir Thomas, ça va? Salut Eric, salut Audrey. Ouais, vous êtes partis en même temps. On est partis en même temps. Rebonjour. Voilà, on se retrouve. Et évidemment, lui, il a fait durable. Il est toujours au Portugal. C'est Michel Turcot. Salut Michel. Salut Eric, salut tout le monde. Ouais, effectivement, je rentre un peu plus tard. Allez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en remerciant encore une fois tous nos partenaires. Et on vous rappelle que grâce à notre partenariat avec Longlap, eh bien, vous avez la possibilité de gagner à chaque débrief le tracé du circuit sur lequel on va passer l'émission. Et ce soir, évidemment, c'est le circuit de Portimao. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur le compte Fastlane TV. Et donc, on tirera au sort un lauréat et il sera prévenu personnellement. Voilà. On en profite également la semaine dernière, lors du dernier débrief, c'est-à-dire consacré au Qatar, je vous avais présenté l'œuvre de Monsieur Thomas Morcellino dans Sportbike. Sachez qu'il existe le pendant de Monsieur Michel Turcot, cette fois dans GP Racing. Donc normalement, avec les deux bibles, vous avez de quoi suivre la saison parfaitement, sans oublier la moindre information. Voilà. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et on va tout de suite commencer avec l'homme fort de ce week-end parce qu'il a fait un Grand Prix phénoménal, un Grand Prix vraiment qu'il a maîtrisé de la tête et des épaules. C'est Jorge Martin qui s'impose pour la première fois cette saison. Jorge Martin qui a été vraiment intraitable, Michel, pendant ce Grand Prix, pendant les 25 tours de course. Il a plongé en tête au premier virage et ensuite il a coupé la ligne d'arrivée sans être inquiété. Voilà, joli résumé, Eric. Effectivement, merci Michel. Tu as tout dit. Martin a fait la course de Bagnaia au Qatar. Voilà, départ en tête, gestion parfaite de sa petite avance. Il n'a pas cherché à en avoir davantage. Il a eu un peu les mêmes commentaires qu'avait eu Bagnaia d'ailleurs au Qatar. C'est voilà, avec ses pneus, avec les motos d'aujourd'hui, il faut arriver à partir vite évidemment, mais sans totaliser non plus les pneus, il faut leur laisser le temps de se mettre en place, sinon ils se dégradent ensuite très vite. Donc voilà, il a été à la fois rapide et pas trop violent avec sa machine et ses pneus. Donc il a géré, il a dit à l'arrivée que il avait retenu la leçon de l'an dernier de sa chute au Grand Prix d'Indonésie. Vous savez, pour ceux qui l'auraient oublié, il était en tête, il était tombé, il avait 3 secondes avant à ce moment-là. Et donc là, il a dit, je me suis rappelé que finalement une victoire qu'on est à l'arrivée 5 secondes, 3 secondes ou 7 dixièmes comme ça a été le cas hier, c'est pareil, il n'y a pas plus de points à prendre. Donc il a été voilà, il a parfaitement géré la petite avance qu'il avait sur ses adversaires et voilà, première victoire de la saison. Et puis surtout, il profite des erreurs de ses rivaux pour s'installer aux commandes du championnat. Oui, parce qu'effectivement, il fait coup double. Audrey, l'ambiance de Portimao hier au soir chez Pramac, c'est ce coup double, justement, comme on vient de l'évoquer avec Michel, ça faisait plus plaisir, on va dire, encore que simplement la victoire, de prendre le championnat aussi. Pour lui, ça le conforte parce qu'on ne le sentait pas forcément très à l'aise depuis le début de la saison, non ? Moi, je le trouvais plutôt à l'aise personnellement, mais je pense que là, le fait que Bagnaia soit tombé, ça le place encore plus haut que Bagnaia, et donc je pense qu'en effet, il est vraiment en confiance. Ça le met encore plus en confiance que ce qu'il était déjà à la base. Il est vraiment là pour prendre sa revanche, ça on le sait. Ouais. Thomas, un Martin revanchard, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est vrai que on l'a vu le samedi en course au sprint, il fait 3, il avait un peu le masque. Sincèrement, si on en avait dû donner un pronostic comme Michel aime bien le faire pour la course, Martin, certes, il aurait été sur le podium, mais c'est pas forcément à lui qu'on pensait en premier pour la victoire.
Non, surtout qu'il y a 3 ans de ça, sur ce circuit-là, rappelez-vous, durant son année de rookie, il venait de faire podium à Doha et il s'est explosé totalement sur ce même circuit de Portimao. Donc là, il a pris une belle revanche. Et surtout, ce qui est remarquable, c'est que là, il va mener le championnat plus de 24 heures parce que c'était jamais arrivé. L'année dernière, il avait mené le championnat plusieurs fois, mais c'était après les sprints, donc c'était plus compliqué. Là, du coup, il mène le championnat avec une petite avance, mine de rien. Donc, ouais, ça le met en confiance. Et voilà, on va voir sur des circuits un peu atypiques comme celui d'Austin, là, prochainement, voir si elle arrive à tirer son épingle du jeu. Mais ouais, c'est bien pour Martin. Après, on pensait que Bagnaia allait exploser le championnat un peu comme l'année dernière. C'est pas le cas pour l'instant. Ouais, après, on se rappelle que le championnat l'année dernière, il avait avait pas mal d'avance. Bagnaia, il en a perdu avec les chutes. Et puis au final, ça nous a donné une fin de saison superbe et stressante à la fois. Michel, comme disaient Audrey et Thomas, et même un petit peu moi, Martin, c'est pas forcément le pilote auquel on aurait pensé pour la victoire hier. Tu es d'accord avec nous? Peut-être, oui, enfin, Martin, il est là, hein, il était là sur la fin de saison. Voilà, on sait qu'il a eu un petit peu plus de mal que Bagnaia sur les tests hivernaux et peut-être le premier Grand Prix à se faire à sa nouvelle moto. La GP24, Bagnaia l'a dit, elle correspond peut-être un peu plus à son style, hein, puisqu'il, lui, l'an dernier, était en difficulté sur les freinages, les entrées de virage. Donc, les progrès de cette moto, ils sont surtout ciblés sur cette phase du pilotage. Donc, ça l'a aidé. On sait que Martin, lui, son point fort, c'est vraiment l'agilité des changements dans les changements de trajectoire dans les virages rapides. Donc, il a trouvé un peu plus difficile à piloter cette moto. Bon, là, visiblement, bon, encore une fois, Portimao, c'est un circuit particulier, donc c'est très différent du Qatar. Le prochain Austin, ça sera encore autre chose. Donc, voilà, en fonction des circuits, on va avoir des rapports de force forcément différents. Donc voilà, c'est que le début de saison, comme l'a rappelé Thomas. On va pas s'emballer et voilà. Mais voilà, Martin, l'an dernier, il a joué le titre jusqu'à la fin. Et il fait partie des candidats au titre, comme le sont pour moi un Bagnaia, un Binder, un Marquez, un Bastianini qui fait aussi un bon début de saison. Voilà, je pense qu'il n'y a pas, pour moi, pas vraiment de surprise de voir Martin gagner hier à Portimao. D'accord, très bien. On va passer maintenant à l'autre phénomène du jour, à savoir Pedro Acosta. Pedro Acosta, je crois qu'il va falloir ouvrir le dictionnaire pour trouver tous les adjectifs et superlatifs pour chaque week-end de course, et bien débriefer ses performances. Troisième, alors évidemment, il y a des concours de circonstances heureux pour Pedro Acosta, mais clairement, il est en train de bousculer toute la hiérarchie parce qu'il a encore fait une course exceptionnelle et cette fois, il a su aller au bout de sa course en gérant un petit peu ses pneus. Michel, ça devait être un peu la folie hier au soir chez Tech 3. Oui, c'est super ce qu'il fait. Après, bon, c'est magnifique. Ça l'est d'autant plus parce qu'il est très jeune. Parce que si on se rappelle bien, d'ailleurs, Martin s'est fait un plaisir de le rappeler hier en conférence de presse. Martin aussi, je crois qu'il fait podium pour son deuxième Grand Prix. Donc voilà, des rookies brillants, il y en a eu. Il y a eu Martin, il y a eu Marquez, il y a eu Quartararo évidemment. Enfin voilà, mais c'est sûr que c'est voilà ce qui est incroyable avec Pedro Acosta, c'est que bon déjà il a pas une Ducati, il a une KTM, pardon une gaz, mais surtout voilà il a 19 ans donc il est devenu, enfin je vais laisser les chiffres à Thomas, mais voilà c'est sa troisième, enfin il a déjà 2 titres de champion du monde en 3 ans et voilà après c'est aussi son caractère. Sa façon de s'exprimer. Donc, c'est vrai qu'il amène une fraîcheur là, qui est bienvenue. Il n'a pas de complexe par rapport aux autres. Il se fait plaisir. C'est surtout ça qui est incroyable avec lui. C'est cette joie de vivre qui fait partager et qui, je pense, fait du bien à tout le monde et particulièrement chez Tech 3 où on a eu quand même ces dernières saisons des pilotes avec qui l'ambiance n'était pas terrible. Surtout chez Tech 3, là, ce week-end, ça a été bon aussi, hein, en Moto 3 comme en Moto I, du coup. Donc, ouais, voilà. ils ont fait un bon Grand Prix du Portugal. Audrey, on en parlait juste avant que l'émission commence. Maintenant, les journalistes commencent à lui poser des questions un peu pièges, même à ses entre guillemets coéquipiers, parce que comme Michel l'a dit, on sait très bien que la GasGas c'est une KTM. Binder, Miller, ils l'ont subi ce week-end. Quelque part, il agace un peu ou c'est encore pour l'instant l'histoire d'amour?
Pour l'instant, j'ai pas trop l'impression. Après, Martin l'a un peu, Recadré. il a plutôt recadré les journalistes quand on a dit que c'était Acosta avait fait son podium. Il a dit bah oui, moi aussi. Enfin, je pense qu'il y a un truc de comparaison qui énerve un peu des deux côtés, que ce soit la personne comparée ou Pedro Acosta. Et bah Thomas t'a posé la question même à Aleix Espargaro sur le fait qu'il l'ait suivi et il t'a répondu. Ouais, non, c'est surtout le fait qu'il. Ouais, bon, du coup, Aleix Espargaro s'est impressionné par son style de pilotage, mais c'est surtout. Je voulais revenir sur Miller, j'avais posé la question à Miller, qui lui dit que son style de pilotage est vraiment particulier. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il trouve qu'il a très peu de points d'appui sur la moto. En fait, tout le corps est à l'extérieur de la moto. Là, tu parles d'Acosta. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'arrive pas à faire Miller. Binder, lui, il arrive avec un autre style de pilotage beaucoup plus agressif à faire des choses. Maintenant, est-ce que ça va durer? Martin rappelle effectivement qu'il a fait ce podium sur sa deuxième course, mais quelques courses après, il s'est quand même, comme je le disais tout à l'heure, à Portimao, s'est blessé. Lorenzo avait fait la même chose en 2008, où il s'était cassé les 2 chevilles en Chine. Donc, il faut faire attention aussi à l'excès de confiance que peut avoir un Pedro Acosta, même si beaucoup le rappellent, et notamment Hervé Poncharal, c'est un pilote très mature pour son âge, quoi. Ouais, et puis Michel, on voulait, avant de revenir un petit peu sur les stats de Pedro Acosta, cette performance du pilote Gas sur son deuxième Grand Prix, comment c'est perçu en fait dans le paddock? Est-ce que, comme on le disait, il y a toujours cette histoire c'est incroyable, il y a une espèce d'euphorie générale, ou est-ce que ça va très vite se tendre par rapport aux autres? Il n'y a pas de raison que ça se tende, d'autant que Pedro, il est hyper propre. Autant ça s'était peut-être rapidement tendu avec Marquez parce que son agressivité, elle était aussi, elle mettait parfois en difficulté, en danger les autres pilotes. Voilà. Pedro, ses dépassements, ils sont toujours chirurgicaux. Il fait pas de faute, donc il n'y a pas de raison que ça se tende. Après, la rivalité, forcément, ça va agacer parce que quand on a un gamin qui arrive et qui est plus fort que des gars qui sont là depuis des années, forcément, ça agace. Mais voilà, encore une fois, c'est un gamin qui est hyper sympa, qui est très humble aussi. Donc moi je vois pas de raison que ça agace. Après hier c'est Zarco qui a assez bien finalement résumé tout ça en disant que on lui posait la question de savoir s'il était surpris par les performances donc de l'Espagnol. Il a dit bah pas vraiment parce que finalement c'est un pilote qui freine hyper fort et aujourd'hui c'est la clé du MotoGP. Donc on l'a vu en Moto 3, il était déjà très fort au freinage, en Moto 2 pareil. Donc là finalement il n'y a pas la surprise, c'est la vitesse à laquelle il assimile tout ce qu'on lui demande d'apprendre. Moi, enfin, voilà, en discutant avec ses techniciens ou avec Hervé Poncharal, ils sont fascinés par la vitesse à laquelle il apprend à utiliser cette moto, quoi, que ce soit tous les correcteurs d'assiette, baisser l'avant, baisser l'arrière en sortie de virage. Là où Marquez a encore des difficultés avec la Ducati parce qu'il a des habitudes prises pendant des années avec la Honda, lui, il arrive, il fait déjà tout bien. Alors au Qatar, sa commande du Rear Height Device qui permet d'abaisser l'arrière en sortie de virage n'était pas très bien placée, donc c'est ce qui a entraîné une espèce de tendinite, de crampe à sa main gauche qu'il a gêné en fin de course, qu'il a fait rétrograder. Mais bon, là, ça a été réglé. Il utilise voilà, à la fois le mapping, les freins en carbone, ses correcteurs d'assiette. Il fait tout déjà comme s'il était là depuis 10 ans. Donc c'est ça qui est bluffant. En tout cas, c'est ça qui bluffe son équipe, quoi. Thomas, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, non, c'est surtout tu posais la même question hier à à Marquez, Michel. C'est aussi l'innocence du rookie. C'est vrai que quand il n'arrive pas avec un bagage comme Marquez de 10 ans chez Honda, d'une MotoGP qu'il avait déjà appréhendé par le passé. Effectivement, cette innocence l'aide aujourd'hui. Donc après, est-ce que c'est vraiment ça qui permet d'être plus rapide? Je pense pas. Je pense que c'est vraiment son pilotage, mais il y a aussi ça qui peut jouer en sa faveur. Ouais, puis on disait lors du débrief du premier Grand Prix au Qatar que il y avait des éléments favorables parce qu'il avait testé en amont du Grand Prix au Qatar, donc il avait pu se familiariser. Là, il a démontré qu'en arrivant le vendredi, comme tout le monde, sur une piste où personne n'avait roulé, bah, finalement, il était aussi. C'est même encore pire, je ne sais pas si Michel va y revenir, mais c'est aussi vendredi, on a presque, les conditions de piste font que c'était impossible de rouler ou de faire des chronos. Donc
C'est encore pire pour un pilote comme ça, qui est même passé en Q1 pour passer en Oui. Q2. Enfin, voilà, donc il a fait un week-end remarquable. Au niveau des statistiques, cher Thomas, il se situe où Acosta parmi les têtes d'affiche de la catégorie et entre guillemets les génies qu'ont pu être Marquez ou même Fabio quand il est arrivé? Si on considère que le MotoGP, c'est le plus jeune à finir sur le podium, puisque Marquez et Fabio arrivent derrière. C'est le seul pilote en dessous de 20 ans en catégorie reine à être sur le podium, à avoir été sur le podium. Voilà. Après, on peut retirer des circonstances. Là, c'est le 3e pilote plus jeune de l'histoire à être sur le podium. Donc, si on prend Eduardo Salatino au Grand Prix d'Argentine 1962, désolé de rentrer dans les détails, mais lui, la course avait été boycottée par les pilotes de tête parce qu'ils ne voulaient pas se rendre en Argentine. Donc, c'est vrai que c'était peut-être plus facile de monter sur le podium. Là, on va dire que Pedro, ça a été aidé par les chutes. Mais bon, Oui, c'est c'est l'effet de course, Voilà, il était dans la course. C'est l'histoire. Mais voilà, il est 3e et c'est le 3e teenager, donc moins de 20 ans. Et apparemment, il peut battre le record Oui. de précocité de vainqueur de Grand Prix jusqu'en jusqu'à l'Allemagne, c'est ça? C'est ça, jusqu'en Allemagne. Ouais. D'accord. Jusqu'en Allemagne, il a encore quelques cartouches pour pouvoir essayer de battre Marquez en tant que pilote le plus jeune vainqueur en catégorie reine. Dernière question, Michel, justement par rapport à ça, tu penses que cette victoire, elle peut venir à la régulière ou il faudra peut-être attendre un petit coup du sort comme on l'a vu ce week-end? Ouais, je pense que oui, à la régulière, il n'y a pas. Alors c'est vrai que là, les problèmes le problème de bonne vitesse de Vinales l'a aidé à attraper ce podium, mais sinon jusque-là, Marquez et Bagnaia sont tombés, mais ils étaient derrière lui. Donc oui, à la régulière, il y a un moment donné où, voilà, on l'a dit, hein, il y a des circuits où on va être plus ou moins bien avec les réglages, on va plus ou moins bien s'en sortir avec la gestion des pneus. Donc oui, la vitesse à laquelle il apprend et qu'il progresse, parce que mine de rien, ce que me disait aussi Poncharal hier soir, c'est que c'est chaque fois qu'il sort du box, il est au moins aussi rapide que le tour précédent de son dernier run. Donc voilà, chaque fois, il est tout le temps en progression. Bon, forcément, il y a un moment donné où tout ça va un peu stagner, où ça va être plus dur d'aller chercher les derniers millièmes. Mais là, aujourd'hui, on peut dire qu'il fait jeu égal avec les meilleurs. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un moment où, sur un circuit où la KTM sera peut-être un peu mieux que les autres, qu'il aille chercher la victoire. Après, c'est sûr que la soupe à la grimace, elle est plutôt du côté de Binder et Miller, quoi, parce que voilà, ils ont la même moto que lui et ils montrent que cette moto, elle va peut-être mieux que ce qu'eux font. Bon, même si Binder reste Binder. Oui, puis on l'a vu, Audrey, c'est une chose aussi importante, c'est que là maintenant, il n'y a plus de latence entre ce qui se passe chez KTM et ce qui arrive sur la moto d'Acosta. On a vu notamment les fameux petits ailerons sur son arrière de selle. Ça a été validé avant le Grand Prix et c'est arrivé tout de suite chez Acosta. Aujourd'hui, il y a aussi ce côté protecteur et on le couvre bien aussi chez KTM parce qu'on sait qu'il va se retrouver sur le marché des transferts et on ne veut surtout pas le perdre, lui. Ouais, et puis je pense on essaie de lui donner le maximum de chances pour qu'il soit à son meilleur niveau, comme on sait le potentiel qu'il a. Donc là, c'était plus une question de quand est-ce qu'il va arriver sur le podium, combien de temps il va mettre pour y arriver. Et au final, c'est arrivé assez rapidement et je pense que c'est surtout ça, on essaye de le couver pour ça, quoi. Le reste suivra. Alors, tu parlais de chance, Audrey, tu as évoqué le problème aussi, Michel, dans tes explications. On va parler de Maverick Viñales. Alors, Maverick Viñales, le samedi, il est aux anges. Il est enfin sur la plus haute marche du podium, même si ce n'est qu'une course sprint. Ce qui veut dire, Thomas, entre guillemets, on peut quand même dire qu'il a gagné avec 3 marques différentes. Hein. Oui, si on veut. Voilà. Officiellement, non. Officiellement, non, mais on peut quand même le dire. Donc, Suzuki, Yamaha et donc l'Aprilia. Et puis, dimanche, il fait une course hyper solide. Hein, on est tous d'accord là-dessus. Et dans le dernier tour, patatras, boîte de vitesse qui cède. J'imagine qu'on parlait de soupe à la grimace tout à l'heure. Michel, chez Aprilia, ça devait être dur à avaler pour Viñales. Ouais, alors lui était plutôt, forcément déçu et frustré de ce qui lui est arrivé, mais en même temps, il reste assez positif hier soir en se satisfaisant de ses performances et voilà, la vitesse qu'il a eue sur toute la course. Donc, c'est plutôt ça qu'il voulait retenir. Après, voilà, un problème technique.
ça peut arriver. Là, alors c'est vrai que c'est frustrant parce que ça arrive à l'entrée du dernier tour. Hein. Il tombe il avait du mal. Enfin, ce qu'il a expliqué, c'est qu'en fait, depuis le 6e ou 7e tour, il avait du mal à passer la 6e. Donc, il était souvent obligé de rester en 5e. Et puis, finalement, sur la ligne, à l'entrée, la fin de l'avant-dernier tour, voilà, il n'arrive pas à passer cette 6e. C'est pour ça qu'on le voit lever le pied. Puis sortir dans le premier virage. Et là, voilà, du faux point mort, il essaie de rétrograder. Il rentre en seconde et il sort dessus. Donc, il a eu de la chance de ne pas se faire mal déjà. Ça, c'est bien. Mais voilà, bon, un problème technique, ça fait aussi partie de la course. Bon, par contre, ce qui est sûr, c'est que dans cette performance de ce week-end, quelque part, ça va l'avoir débloqué quand même. Parce que là, maintenant, il était passé à côté. On se souvient à Barcelone où on le voyait gagner. Finalement, c'est Aleix Espargaro qui lui avait soufflé la politesse. Là, maintenant, on peut se dire que il va peut-être passer un step. En plus, le début de saison était plutôt à l'avantage d'Espargaro qui semblait beaucoup plus facile sur cette nouvelle moto. Là, est-ce qu'il s'est débloqué, entre guillemets, là? C'est la question, Thomas. On peut imaginer effectivement que sa victoire en sprint peut avoir débloqué en fait son potentiel, mais l'année dernière à Portimao, il a aussi fait une très belle course. Il avait fini 2e derrière Bagnaia, donc je pense que ce circuit aussi profite à la Yamaha, même si Aleix a un petit peu galéré ce week-end. Mais voilà, encore une fois, on n'est qu'en début de saison. Et après, après Portimao l'année dernière, il était presque devenu inexistant face à Aleix. Donc il faut attendre encore une fois. C'est un circuit qui est propice à l'Aprilia, donc on verra. Audrey, tu partages l'avis de Thomas? Oui, oui. Et moi, je me T'es pose. pas obligé, hein? Si, ça va. Ça va, je le dirais sinon. Non, si, mais moi, je me pose plutôt la question aussi c'est cette question-là, il me semble que tu as posé aussi à Aleix Espargaro, sur pourquoi il y a toujours un peu une Aprilia en haut du classement et une en bas. Et en fait, au final, je sais même pas si c'est une question de mental ou plutôt une question de technique. Et Espargaro n'a pas su trop quoi te répondre d'ailleurs. Non, il a dit qu'il savait pas et qu'Aprilia travaille sur le sujet parce que c'est vrai qu'il y a 2 circuits différents, un où il fait chaud, un où il fait chaud. Il n'a pas fait très chaud cette année, mais un où il fait plus chaud, où les circonstances sont un peu différentes, un circuit complètement différent en Europe, où chacun a connu des fortunes différentes, mais dans tous les cas, il rappelle que l'Aprilia a performé sur 2 circuits différents, donc avec des pilotes différents, certes, mais... Oui. Michel, un dernier mot par rapport à Viñales. Débloqué ou pas débloqué, Viñales? Pour moi, Viñales, c'est Viñales. Hein, c'est un pilote qui est capable du meilleur comme du pire. Voilà, il y a des week-ends, il est là, il est hyper rapide. Des week-ends où il est transparent et personne ne sait pourquoi. Donc voilà, par rapport à l'Aprilia, ce qu'il faut rappeler, c'est que Aleix et lui ont des pilotages très différents. Aleix, c'est un pilote qui apprécie d'avoir une moto qui lui permette d'avoir énormément de passages de vitesse en passage de virage. C'est aussi à ce niveau-là qu'a progressé l'Aprilia 24. Alors que Maverick, c'est un pilote qui freine très fort, qui a besoin d'une moto plus stable en entrée de virage. Donc voilà, des pilotages différents. Donc en fonction des circuits aussi, ils sont plus ou moins, ils se mettent plus ou moins en valeur l'un et l'autre, quoi. Ok, bon, donc il est urgent d'attendre. On verra ce qui se passera aux États-Unis dans 15 jours. Ouais, Michel. Ouais, une dernière chose, Eric. Voilà, il y a aussi beaucoup de rumeurs. Enfin, on en parlera certainement plus tard, mais il y a beaucoup de rumeurs autour d'Aprilia sur un recrutement. Voilà, on sait que Rivola, il a fait une proposition à Quartararo. On sait qu'il y a aussi Bastianini sur la liste. Voilà, donc je pense que Viñales, il a besoin, s'il veut pouvoir reconduire son contrat et garder sa place, il a aussi besoin de se montrer. Donc c'est aussi, je pense, une motivation supplémentaire pour performer en ce début de saison, quoi. Après, Michel, tu sais quand même que Viñales, quand il y a un peu de pression, c'est pas forcément le plus fort. Hein. Le plus solide. Je me souviens quand justement chez Yamaha, c'est Fabio qui l'a fait craquer probablement les résultats de Fabio qui l'ont fait craquer en 2021, tu vois. On va en reparler justement du futur parce qu'il faut déjà parler de 2025 alors qu'on a à peine commencé 2024. Mais moi, je voudrais qu'on parle maintenant du gros morceau de ce Grand Prix. C'est bien évidemment l'accrochage entre Marc Marquez et Francesco Bagnaia. Tout à l'heure, on parlait de Pedro Acosta. Au final, c'est de sa faute parce que quand on regarde le schéma de la physionomie de la fin de course, Acosta est derrière Bagnaia, il passe, il s'en va tout de suite et là, Marquez se dit qu'il doit réagir lui aussi. Bon, donc maintenant, la première question,
il y a eu une enquête. Les stewards ont décidé que c'était un incident de course. Dans les allées du paddock, comment dire, Martin avait plutôt, pardon, pas Martin, mais Marquez disait que c'était plutôt la faute de Bagnaia. Bagnaia aurait considéré qu'il n'avait pas fait spécialement d'erreur. Qu'est-ce qu'il en ressort exactement hier au soir dans les allées du paddock, Michel? Bah, dans les allées du paddock, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que Bagnaia et Marquez ont, voilà, évidemment, chacun, enfin, je vais pas dire accusé, mais voilà, dit que l'autre est responsable. Mais après, il y avait pas d'animosité entre les deux. Ils ont échangé, ils n'étaient pas d'accord. Voilà, ça fait partie, c'est un incident de course. Euh, voilà, Marquez double Bagnaia, forcément. Poussant plus sur les freins, et sa trajectoire elle est un peu plus large quand il arrive au point de corde et bon il revient, il serre sa corde, Bagnaia insiste pour essayer de reprendre sa place parce que forcément il y a une ouverture, voilà. Et alors c'est Bagnaia qui touche, alors est-ce que c'est Bagnaia qui touche Marquez ou Marquez qui vient se poser sur Bagnaia? Bon là voilà, les avis vont être partagés, je pense que voilà, encore une fois, incident de course, il n'y a rien de dramatique, il y a pas eu de polémique autour de ça. Donc, voilà, pour moi, c'est un incident, mais ça mérite pas plus que ça, quoi. Ça me rappelle l'incident de course, je sais pas si tu pourrais être d'accord avec moi, Michel, mais tu sais, GRS 2018, tu sais, où il y avait eu aussi cet incident au virage au bout de la grande ligne droite, tu sais, entre les Ducati de Lorenzo et de Dovizioso et celle de Pedrosa. Pedrosa, ouais. Où en fait, il y avait un pilote, je sais plus, qui avait élargi, un autre qui l'a pas vu en recroisant la trajectoire, et forcément, ça a fait un carambolage. Donc là, je pense que dans l'idée, Marquez n'était pas du tout, savait qu'il allait pouvoir repasser à l'intérieur, mais n'avait pas la vision sur l'action, contrairement à Bagnaia, qui lui aurait pu prendre la décision de ne pas reprendre la trajectoire. C'est d'ailleurs ce que dit Lorenzo aussi à la télé espagnole. Lorenzo, il dit que clairement, celui qui avait la vision de la scène, c'était Bagnaia et pas Marquez. Donc potentiellement plus la faute de Bagnaia, mais après voilà. C'est bien que Lorenzo il décortique ça quand on voit ses réactions à GRS quand Marquez l'a un peu bousculé. Ouais, c'est vrai. c'est assez amusant venant de la part de Lorenzo. Audrey, avant d'aller revenir vers Michel, moi, pardon, tu voulais. Non, mais c'est Michel, je crois qu'il voulait parler. Ah pardon, je t'ai pas entendu, Michel. Vas-y, excuse-moi. Non, mais vas-y, donne la parole à Audrey. Merci. Merci. Non, est-ce que c'est un incident qui peut laisser des traces selon toi? Je pense que non, pas spécialement, parce que l'ambiance, finalement, elle est plutôt bonne. Je dirais ça, je ne sais pas si les garçons vont être d'accord avec moi, mais moi, j'ai vraiment pas l'impression que pour l'instant, il y a une animosité et je ne suis pas sûre que ça va créer une animosité. Ils ne se battent pas pour le moment pour la même chose non plus. Moi, je me souviens aussi du fait que Bagnaia arrive quand même à être compétitif quand il est plus à la course au point plutôt que leader. Voilà, peut-être que je me trompe, mais en tous les cas, j'ai cette impression-là. Michel, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on va aussi dire quand même que les frictions, elles ne se résument pas à cet accrochage. Il y a eu quelques passes d'armes aussi en début de course. Lorsque Marquez est parti, il y a eu 2-3 contacts avec Bagnaia. Clairement, à ce moment-là, Marquez, il n'a pas fait dans la dentelle non plus. Donc, est-ce que c'est pas aussi quelque part Bagnaia qui a voulu remettre un petit peu l'église au centre du village par rapport à ce qui s'était passé en début de course? Non, je suis pas d'accord avec toi, Eric. Non, pour moi, il n'y a pas eu de dépassement limite, plus que limite. Enfin voilà, c'est un circuit où il est difficile de doubler. C'est des enchaînements de virages, il y a du relief. Forcément que si on veut doubler, il faut y aller, quoi. Il faut pas hésiter. On l'a vu avec Acosta. Après, mais enfin, Acosta, il a doublé proprement, il n'y a pas eu de contact. Marquez sur Bagnaia dans le virage 5, je crois, c'est un peu chaud au départ quand même. Ah oui, mais alors à ce moment-là, sinon, plus personne ne se dépasse. Donc on peut pas dire à un moment donné, les courses sont chiantes, ils se dépassent pas, et puis quand ils se dépassent. Ah non, mais je dis pas ça, hein. Je dis pas ça, Michel. Ouais, non, mais enfin. Par rapport à cet accrochage, moi je trouve que Marquez a dit quelque chose de juste à la fin, c'est que finalement,
Bagnaia surréagit alors qu'ils se battent pour la 5e place, c'est-à-dire 2 points de plus, 2 points de moins. Quand on est champion du monde en titre, je veux dire, aujourd'hui, Bagnaia est clairement plus un favori pour le titre que Nelly Marquez. Marquez, il reste un outsider, même si tout le monde se dit qu'il va être capable de jouer le titre sur la longueur du championnat. Marquez, il revient, voilà, il se reconstruit. S'il débute avec cette Ducati, il a une GP 23, pas une GP 24. Donc, clairement, Bagnaia avait plus à perdre. Et comme l'a dit justement Thomas, voilà, c'est lui il est derrière, il voit ce qui se passe. Marquez peut peut-être se dire qu'il va essayer de repasser et se dire je vais serrer la corde, mais en tout cas, il n'a pas de rétroviseur, il voit pas Bagnaia. Donc, il y a quand même un petit peu plus de responsabilité pour Bagnaia que pour Marquez, à mon sens. Maintenant, la question que tu posais, Audrey, sur les conséquences que ça peut avoir, moi, je suis d'accord avec Audrey. Je vois pas je pense pas que ça crée une quelconque animosité parce que nous ne sommes qu'au 2e Grand Prix. Si maintenant cet incident était arrivé au Japon, en Thaïlande, enfin sur les Grands Prix En de Malaisie, fin de saison, 2015. où là les points commencent à compter pour de vrai et que voilà, l'enjeu du championnat, il y a de la tension se crée autour de ça. Là, on est encore, voilà, on est encore sur la mise en place. Donc d'ici 2 Grands Prix. Cet incident, il sera oublié, à moins que d'autres s'enchaînent. Mais voilà. Ouais, après, comptablement, c'est un peu un incident. effectivement, tu as raison, Michel, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure aussi avec Thomas. Bagnaia, il nous a habitués à faire quelques boulettes des fois, où on se rappelle où il était très en avance, et puis il est tombé, et finalement, il a continué sa progression. Par contre, là, Marquez, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, moi, je suis désolé, on en a parlé un petit peu lors du dernier débrief, et là, on est obligé d'en parler. Le prochain Grand Prix, c'est chez lui, c'est à Austin. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu cette guerre d'ego qui s'est mise un petit peu en place en disant je vais te montrer déjà, et puis tu vas voir là, ce qui va se passer dans 15 jours. Non, je le fais exprès, je mets un peu d'huile sur le feu, mais… Non, moi, je suis pas d'accord, effectivement. Là, on savait que Marquez était fort au virage 5, parce que je crois qu'il y a eu un dépassement durant le sprint sur Martin. Il a étudié ce virage, il a regardé les données des pilotes Ducati officiels, donc il savait qu'il était potentiellement un peu plus rapide sur ce virage-là, donc c'est là où il a tenté. Par contre, juste le regret de Bagnaia, je pense qu'on n'en a pas parlé, son regret, en fait, son objectif pour cette saison, c'était justement d'être plus régulier. Donc clairement, il a démontré que il a fait probablement une belle erreur en n'inscrivant pas les points qu'il fallait, alors qu'il aurait pu très bien en marquer. L'année dernière, il a fait 4 résultats blancs en course, je crois. Là, il en fait un dès le deuxième Grand Prix, comme l'année dernière. Sauf erreur, j'ai un doute, un coup si. Oui, en Argentine, parce que du coup, en Argentine, il tombe sous la pluie. Mais l'autre chose aussi que je voulais dire, j'ai oublié, c'est qu'au sprint, il fait aussi une erreur. Il mène la course, et comme il le dit, lui, au micro des télés, j'ai merdé, quoi. Donc, c'est 2 erreurs sur ce week-end. Effectivement, il faut qu'il se ressaisisse, même si, comme il le dit, il le rappelle, il y a encore une trentaine de courses. Donc, rien n'est joué, mais cette régularité… n'est pas encore acquise pour Bagnaia. Ouais, les vieux démons sont toujours là. Michel, donc, je le disais un petit peu volontairement, Marquez, il y a Austin, ça sera le prochain Grand Prix sur le calendrier. Est-ce que c'était pas aussi une façon de prendre rendez-vous? Non, je pense pas qu'il soit manipulé par la course qui arrive à Austin. Sinon, Rins aussi est attendu là-bas. Donc, avec ce que peut faire la Yamaha. Enfin, l'année dernière, c'était plus un accident, Rins, on va dire. Non, avec Pedrosa. Avec Rossi en 2010. Oui, enfin bon, s'il y a un pilote qui s'est imposé de façon claire, nette et précise à Austin, c'est quand même Marquez, surtout que c'est un circuit qui tourne à anti-horaire. Et on sait que c'est les circuits qu'il préfère. Il en a gagné combien, Thomas? Il en a gagné 7. Ouais, c'est 8, 7. Donc voilà, après, évidemment, je remets un petit peu d'huile sur le feu et une pièce dans la machine, Michel. Mais on est quand même un petit peu obligé d'y penser parce que là, sur ce Grand Prix, sur ce rendez-vous au Portugal, Marquez, il a quand même franchi un step, je pense. Il est franchement beaucoup plus régulier aux avant-postes. Là, pareil, je suis pas d'accord, mais je laisse Michel d'abord entamer. Plus régulier, non. Pour moi, il était au Qatar, il était bien. Il était bien aussi ce week-end. Il n'a pas encore cette moto. Voilà, il dit il n'est pas encore. Il doit beaucoup réfléchir pour l'instant pour la piloter cette Ducati. Donc tout n'est pas naturel.
On parlait de Bagnaia, des erreurs. Oui, Bagnaia fait des erreurs, mais voilà, il y a aussi une GP24 qui est pas encore, qui est encore en phase de, de réglage, on va dire, de mise au point. Donc, non, je sais pas. Pour moi, Austin, c'est oui, on peut attendre Marquez, mais on peut attendre la réaction de Bagnaia, qui l'an dernier est tombé alors qu'il était en tête. Voilà, je sais pas. Je pense pas qu'il fasse qu'il soit omnibulé par Austin. Je pense qu'il a une vue. Il a quand même un peu du recul sur tout ça aujourd'hui, Marquez, et tout le monde s'imagine le voir préparer des coups, d'être voilà. Non, moi je le vois pas comme ça, mais peut-être que je me trompe. Thomas, tu voulais rajouter quelque chose? Non, bah effectivement, je vais dans le sens de Michel. C'est vrai que ce week-end, ça n'a pas été non plus tout rose pour Marquez parce que, mine de rien, il chute 4 fois, sauf erreur. Beaucoup, effectivement, comme Michel le disait, à cause d'automatisme qu'il n'a pas encore sur la GP24, notamment, GP23, pardon, notamment le fait de baisser l'arrière. Là, c'est fait un vrai. Oula, j'ai du mal. Baisser l'arrière de la moto en sortie de virage, c'est une des chutes qu'il a eues durant le week-end. Il a perdu l'équilibre sur le cale-pied le dimanche matin. Bon, il y a encore beaucoup de choses qui sont encore à régler chez Marquez, mais bon, on sait que ça va venir. Austin, effectivement, ça va probablement l'aider parce que c'est un circuit qui tourne à gauche et il apprécie ces circuits-là, mais voilà, on verra. Il y a aussi un Bastiani qui marche bien là-bas. C'est lui, enfin, Bastiani a gagné, je crois que c'est la dernière victoire du Ducati en date là-bas, donc voilà. Voilà, donc ça sera le mot de la fin, comme le dit Thomas par rapport à cet incident où Boulette, on vous laissera juge et évidemment le débat ne fait que commencer et on se donne rendez-vous évidemment à Austin, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. On va parler maintenant d'un autre pilote et de ses... Alors je ne sais pas comment trop l'aborder. D'un côté on va dire que comptablement, finalement c'est pas trop mal. Après, si on rentre un petit peu plus dans l'analyse, ça reste très compliqué. Je veux parler évidemment de Fabio Quartararo, qui a été classé 7e hier à l'issue du Grand Prix. Michel, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Comment tu l'analyses, toi? Bah voilà, merci. Non, je sais pas. Non, non, voilà, les difficultés sont toujours là. Bon, il fait un week-end plutôt en termes comptables mieux que le précédent parce que déjà il arrive à se qualifier sur la 3e ligne, donc il a profité du fait que on sait il fait partie des pilotes qui sont le plus rapidement dans leur rythme. D'une part parce que la moto est moins performante que les autres, donc sur les premiers tours, voilà, l'écart est moins important. Vendredi, la piste était à la limite du praticable le matin à cause de la pluie qui était tombée dans la nuit et le sable qui était déposé sur la piste. Donc voilà, il s'en sort bien en qualif. Enfin, il s'en sort bien en qualif. Il passe en Q2 directement, donc il est sur la 3e ligne. Donc ça lui permet de faire des courses correctes. Après, il a dit, comme au Qatar, il pensait qu'il y aurait moins d'écart sur la course du dimanche que sur le sprint, enfin que par rapport au sprint. Et bon, ça n'a pas été ça non plus. Donc les progrès, ils sont toujours pas là, mais il le dit, il va falloir du temps, il va falloir du temps, mais le temps, il en a de moins en moins, et on sait que voilà, il est aussi pressé par Aprilia, qu'il a une proposition à laquelle il va devoir répondre assez vite. Voilà, il a plus de véritable agent pour négocier tout ça, même si désormais c'est son ami Thomas Beaubaron qui joue ce rôle-là. Voilà, ils ont pas, enfin Thomas n'a pas l'expérience qu'avait Eric Mahé dans ce milieu-là, donc je pense que même s'il dit que ça le perturbe pas, forcément, son avenir, ça le trouble quelque part, ça le préoccupe, on va dire. Donc, c'est soit rester chez Yamaha avec encore un gros salaire, soit aller chez Aprilia avec une moto plus compétitive mais moins d'argent. C'est la question qu'il se pose aujourd'hui. D'ailleurs, il en parlait hier soir. Voilà, il va falloir qu'il se décide. Mais s'il reste chez Yamaha, il sait qu'il va lui falloir du temps aussi pour retrouver une moto performante. Donc, lundi, il y a eu des essais. Aujourd'hui, donc, il y a eu des essais à Portimao. Il a plu à nouveau dans la nuit de dimanche à lundi, donc la piste ne devait pas être bien terrible aujourd'hui, mais voilà, il y a d'autres séances qui sont prévues, mais il sait que chez Yamaha, ça va prendre du temps, donc à lui de choisir. Thomas? Moi, j'ai une question pour Michel. Est-ce que tu penses que VR46 va s'associer à Yamaha l'année prochaine? Et si tel est le cas, ça peut donner un coup de boost au projet Yamaha?
Bah, c'est clair qu'avoir 4 motos, ça serait bien mieux, hein. Rins comme Quartararo, on a encore parlé ce week-end, ils ont pas les datas qu'ont les pilotes enfin, qu'ont les ingénieurs Ducati pour analyser le soir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc c'est un handicap. Alors après, est-ce que VR46 sera avec des Yamaha l'année prochaine? Moi, je pense parce que il y a une vraie volonté de Yamaha déjà d'avoir une deuxième équipe. Donc je pense qu'il y aura des conditions financières qui seront très favorables. Et en plus, je pense qu'il y a une vraie au niveau de la Dorna, du promoteur du championnat, il va y avoir aussi on va peut-être pas parler de pression, mais une petite pression pour encourager cette équipe à changer de marque, parce que je pense que voilà, les 8 Ducati, ça commence à gonfler un peu tout le monde. Donc il faudrait rééquilibrer ce plateau si on ne veut pas décourager les Japonais. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus que 6 Ducati en 2025 sur la grille, selon toi, ou est-ce que ces 2 Ducati pourraient être réattribués à quelqu'un d'autre? Non, je pense que s'il y a 2 Ducati, enfin s'il y a 2 Yamaha en plus, il y aura 2 Ducati en moins. C'est mathématique. Je pense pas que Ducati, enfin c'est pas le team LCR qui va aller signer chez Ducati, ni Tech 3, ni Trackhouse Racing. Donc non, la volonté, voilà, on savait qu'au départ, quand le MotoGP a été créé, la volonté de Carmelo Espeleta, c'était d'avoir que chaque manufacturier ait 2 équipes et 4 motos. Donc je pense que cette volonté est toujours là, mais voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, c'est sûr que 8 Ducati, c'est trop. Audrey, par rapport à ce qu'a expliqué Michel justement sur le dilemme de Fabio Quartararo, à la fois d'être patient pour laisser le temps à Yamaha de reprendre un petit peu de vigueur, et de l'autre côté la pression que lui met Aprilia. Selon toi, ça serait quoi le meilleur choix à ton avis? Tu serais Alors là, je ne peux pas le dire. Pourtant, on en parlait. Je suis pas. Est-ce qu'il faut choisir le côté sportif ou est-ce qu'il faut Ouais, mais par exemple, par rapport à Quartararo, j'arrive pas à savoir. Enfin, je pense qu'il a envie de gagner, mais je pense qu'il a quand même envie de rester dans un team usine, tu vois. Donc, enfin, oui, voilà. Et parce qu'on se posait cette question-là, même par rapport à Martin, et on n'est pas tout à fait d'accord. Parce que, par exemple, pour Martin, je trouve que c'est plus marqué. C'est quelqu'un qui veut gagner, et je le vois mal ne pas vouloir gagner. Enfin, voilà. Parce que les rumeurs auraient été autour de Martin, autour de Honda, de Yamaha. Oui. Voilà. Donc est-ce qu'il rejoindrait une équipe En fait, officielle? je ne le vois pas rejoindre une équipe officielle sous prétexte que c'est une équipe officielle. S'il n'est pas sûr de gagner, je ne le vois pas aller chez Honda pour développer Honda. Pourtant, il a accroché un peu au statut. Hein. Il court après ce statut, cette reconnaissance de dire je veux un guidon officiel. C'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Alors que Fabio, pour toi, tu sens un peu plus partagé. Ouais, franchement, c'est quelque chose, je sais pas quoi te répondre. Vraiment, je sais pas. Non, mais pareil, hein, honnêtement. Comme je disais, c'est pour ça que je pose la question à Michel, c'était pour lancer un peu le sujet. C'était est-ce que le projet Yamaha va prendre un bon coup de boost l'année prochaine parce qu'il y aura 4 motos? Parce qu'on peut imaginer qu'avec une image comme Valentino Rossi derrière, en tant qu'ambassadeur Yamaha, je le rappelle. Oui, bien sûr, il est toujours ambassadeur Yamaha. Oui. Est-ce que les moyens seront déployés pour pouvoir justement avoir une moto compétitive? Est-ce que, il y a tellement de questions. Est-ce que le règlement 2027 contraint un peu Yamaha à ne pas développer de nouvelles motos? Rins a été interrogé ce week-end en lui demandant si développer un V4 ce serait important. Pour lui, il dit qu'un V4 aujourd'hui, c'est pas le plus important, c'est l'aéro. Donc est-ce que justement travailler sur l'aéro, mettre un coup de boost là-dessus pourrait faire en sorte que la Yamaha soit encore plus performante? Bon, voilà, il y a plein de questions que j'imagine Fabio se pose et effectivement quand on voit les performances de l'Aprilia ce week-end, malgré effectivement le problème technique. Bon, on peut se dire qu'effectivement, il veut une moto qui puisse lui permettre de gagner. Bon, je pense qu'il y a plein de questions qui doivent se poser. Michel, dernière question autour de Fabio. Aprilia, c'est évidemment la piste dont tout le monde parle, mais il y a d'autres possibilités pour Fabio, hormis de rester chez Yamaha, où ça sera Yamaha d'un côté et Aprilia de l'autre, point barre. Moi, je vois pas quelle autre usine peut lui proposer un guidon qu'Aprilia. Parce que là, vous parlez de team satellite, mais c'est pas Honda, un team satellite. L'offre d'Aprilia, c'est pour l'équipe officielle. Hein. Donc, oui, bien sûr. Voilà, après, Martin, quand Martin parle d'une équipe officielle, c'est aussi il y a une question d'argent. Voilà, c'est aussi des pilotes qui veulent gagner leur vie correctement et très correctement. Donc Martin, je pense que s'il a une grosse proposition de Honda ou de Yamaha par rapport à ce qu'il peut gagner chez Pramac, à mon avis, il n'hésitera pas trop. Voilà.
C'est mon avis. Mm. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il ne restera pas chez Pramac, puisque bon, même Gino Borsao, il a dit, l'histoire, oui. elle arrive à son terme. Voilà, Pramac, c'est destiné à être l'équipe junior de Ducati, c'est pas destiné à être Le refuge. l'équipe B qui prend les pilotes qui n'ont pas leur place ailleurs. Donc voilà, Martin, l'année prochaine, il sera pilote officiel quelque part. Donc il est encore possible qu'il soit avec Bagnaia s'il fait une super saison, qu'il remplace Bastianini. Parce que ce poste, enfin la place de coéquipier de Bagnaia reste ouverte pour Bastianini. On l'a dit qu'il fait un bon début de saison, donc il peut conserver son guidon. Marquez est candidat, Martin l'est aussi, donc Aldeguer. voilà. Oui, Aldeguer sera là, hein, de toute façon, c'est annoncé. Hein. Oui. Dernière oui, chose. Aldeguer, il va chez Pramac, c'est un pilote voilà, qui est pas là pour aller dans l'équipe officielle. Dernière chose par rapport à Fabio, on avait demandé à nos téléspectateurs de poser des questions. Il y a Magali qui a posé une question Magali qui est toujours là, qui a posé une question sympa qui va lui permettre d'ailleurs de remporter un petit cadeau, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Elle disait justement cette 7e place de Fabio, compte tenu de ce qui s'est passé sur la course devant lui, est-ce que c'est le potentiel maximum de ce qu'il peut tirer aujourd'hui de sa Yamaha, ou est-ce qu'on peut dire tout simplement que s'il n'y avait pas eu de grabuge, de toute façon, il serait, je vais faire la liaison avec, il serait avec les Honda, c'est-à-dire sur le fond du paquet. Michel? Je sais pas, oui. Non. Je passe mon tour, là. Non, après, je pense, de toute façon, avec les propos qu'avait tenus Fabio en début de saison, au Qatar, ou à Sepang, je sais plus, j'ai un doute maintenant, que sa moto n'était pas aujourd'hui capable de gagner. Clairement, le potentiel, Fabio arrive avec son style de pilotage à l'exploiter au maximum, le potentiel de la Yamaha. Et je pense qu'il l'exploite au mieux. De toute façon, on voit que c'est pas un pilote qui s'économise sur la Yamaha. Clairement, en plus, on le voit pas s'agacer, hein, malgré les résultats ou les contre-performances qu'il peut avoir. Par contre, la Yamaha est quand même, je pense, un petit peu plus aboutie aujourd'hui que la Honda, parce qu'on voit que la Honda, c'est très compliqué, même si c'est une nouvelle moto. On les a vus souvent truster les fins de classe, le fond de classement durant le week-end. On va y venir, ouais. Donc c'est compliqué. Bon, voilà, les deux marques japonaises sont dans le dur, on le sait, mais le règlement vient de rentrer en vigueur avec les concessions. Yamaha en profite aujourd'hui. J'ai posé la question à Zarco ce week-end, savoir si Honda n'était pas un peu à la bourre, mais lui, il précise que Bradle, justement, il est tout le temps à Jerez en train de tourner, donc il y a quand même du développement qui est fait chez Honda. Donc il va y avoir une inertie, clairement, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Rattraper le retard que les Ducati ont pris, ça va être compliqué, sachant qu'elles ont encore remis un coup de collier avec la GP24. Donc ça va venir, je pense que... Mais oui, c'est sûr qu'en pleine période de négociation, ça tombe mal, effectivement. Oui, et surtout qu'il y a 17 pilotes qui cherchent une place, hein, donc ça va pas arranger les affaires de chacun, et effectivement, il va falloir se montrer rapidement ou accepter, comme tu le disais, Michel, parce qu'il y a la pression d'Aprilia pour Fabio, par dépit, de dire bon tant pis, j'y vais, et puis peut-être abandonner un projet qui va se débloquer en deuxième partie de saison. Mais je pense que pour en terminer là-dessus, Michel, Fabio, il devra être fixé avant la mi-saison. Ah oui, il a dit lui-même qu'il doit se décider avant la mi-saison. Donc, je pense, oui, d'ici, on va dire autour du Grand Prix d'Italie au mois de juin, quoi. D'accord, ok. Alors justement, on va terminer ce débriefing en parlant de l'autre japonais, en parlant de Honda. Alors là, je me tourne directement vers toi, Thomas. Les 4 Honda, Ouais, tu peux poser la question. aux 4 dernières places sur la grille de départ, c'est du jamais vu. Non, je crois pas. Enfin, les 4, je sais pas, faudrait que je regarde, j'ai pas eu le temps de regarder. Enfin, les motos de toute façon, c'est toutes des motos officielles, mais je veux dire, les deux officiels avant-dernier et dernier, Zarco et Nakagami, pardon, avant-dernier et en TP nultième, on n'a jamais vu ça, quoi. Je veux dire, c'est catastrophique. C'est compliqué, c'est sûr. Je ne peux pas te donner clairement, je n'ai pas la réponse. Mais ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Parce que ce sont des stats, on va dire, relativement négatives, donc ce pas des choses que je regarde. Mais oui, c'est compliqué, mais je le rappelle là, je le rappelais il y a 2 secondes, oui. Le projet, c'est une nouvelle Honda, on le voit, hein, quand on fait le tour des box, on voit que c'est clairement une moto qui est complètement différente de celle de l'année passée. Donc il y a des choses, des défauts de jeunesse, clairement, et il y a plein de choses qui sont testées durant le week-end. Zarco le disait encore qu'il a... Contrairement, enfin,
ne travaille pas que sur les réglages durant un week-end, il teste des choses, il donne des données à son team qui sont partagées auprès d'IHRC, j'ose imaginer. Donc Marini, on le sait, on l'a vu aussi s'agacer ce week-end quand il a chuté. Bon, il y a beaucoup de travail qui est fait. Et Donc... puis Marini, il avait fait 3 jours de test à Gérèse, hein, juste avant de venir. Je ne savais pas s'il avait roulé. Si, il a roulé à Gérèse juste avant de venir au Portugal. Ouais, c'est pour dire que ça bosse. Tu vois, c'est pas non plus, c'est pas, ils reposent pas sur leur laurier. Oui, non, mais tu vois. Je suis d'accord. Ça se fait pas en claquant des doigts, sinon tout le monde serait surtout des Ducati. Et il y a 2 rookies chez Honda. Il y a Zarco et il y a un Marini. Et Zarco, il est hyper positif là-dessus. Il dit qu'il a confiance en Honda, il a confiance en l'équipe. Enfin, franchement, il est vraiment très, très positif. Il n'a pas un mot négatif sur tout ça. Il était content de son point d'hier, il était content de la récompense. Heureux, on va dire. Mais tu vois, il voit vraiment le positif. Il a beaucoup d'espoir. Michel, ce qui est surtout paradoxal, c'est qu'au Qatar, on avait vraiment l'impression que les Honda arrivaient avec une source de travail beaucoup plus importante que chez Yamaha. Et là, on avait l'impression que ce week-end à Portimao, c'était totalement l'inverse. Donc, c'est vrai qu'on est un petit peu perdu. On est peut-être même un peu sévère dans le jugement parce qu'Audrey le dit, Johan est super positif par rapport au travail fait par Honda. C'est peut-être cette problématique de grippe, etc., par rapport à l'état de la piste qui a fait qu'on est peut-être un peu trop focalisé sur cette contre-performance qui ne reflète pas vraiment le niveau de travail. Tu l'expliques aussi peut-être comme ça, Michel ? Oui, complètement. Alors, si on prend les chronos, Thomas nous a pas parlé d'écart à la fin de la course, mais même aux essais, tout est hyper serré. Et encore une fois, Portimao, c'est vraiment un circuit particulier. C'est montagne russe, c'est pas un circuit où il y a des grandes lignes droites. C'est vraiment très spécifique. Pour l'instant, on a eu 2 grands prix, on a eu 2 circuits. Voilà, moi quand je discute avec Christophe Bourguignon, quand il me dit il est sur le cul de voir comment les Japonais bossent, ça n'est pas arrivé depuis des années. Aujourd'hui, il y a vraiment des nouvelles personnes qui sont arrivées à la tête de Honda. Il y a un échange entre les 2 équipes. L'équipe LCR est vraiment totalement intégrée dans le développement de la nouvelle moto, ce qui avait jamais été le cas à l'époque de Kokubu et de Kuwata. Donc il y a des choses qui se mettent en place, mais voilà, il faut c'est les pilotes et Johan l'a bien compris. Il faut être patient. Donc, alors c'est vrai que pour Johan, c'est plus facile d'être patient parce qu'il sait il va bientôt avoir 34 ans. C'est le dernier challenge de sa carrière, donc il a accepté. Il a un contrat de 2 ans. Il a un bon salaire, il a un contrat de 2 ans. Voilà, c'est son job, il s'y implique. Il dit que ça va le faire aussi grandir en tant qu'homme. Donc voilà, comme disait Audrey, il voit ça de manière très positive et c'est très bien. C'est plus difficile pour des pilotes comme Marini et Mir qui sont à un autre moment de leur carrière, qui sont plus impatients, comme ça l'est pour Fabio chez Yamaha ou Rins. Donc, des situations sont différentes, mais c'est évident que les Japonais travaillent, que ce soit chez Yamaha ou chez Honda, c'est évident. Maintenant, le retard qui a été pris, notamment au niveau du développement de l'aéro, il est énorme. Il est énorme, donc ça ne se rattrape pas en 2 temps, 2 mouvements. Quand on a analysé des choses, qu'on veut faire de nouvelles pièces, il faut le temps de les fabriquer, de les tester. Voilà, tout ça. Et encore une fois, les autres, que ce soit chez Ducati, KTM ou Aprilia, il n'y a personne qui dort. Ça bosse à fond, donc c'est pas évident de refaire son retard, quoi. C'est sûr. Et est-ce qu'on ne sait pas, je pose la question ou à Audrey ou à Thomas ou même à vous deux, hein, est-ce qu'on ne s'est peut-être pas laissé un petit peu, pas berné, mais enthousiasmé parce que l'année dernière, c'était Marc Marquez qui avait fait la pole position, qui avait fait des super performances et que là, comme on avait entendu que le travail avait été vraiment productif sur la nouvelle Honda, est-ce qu'on n'attendait peut-être pas un peu trop, nous, vu de l'extérieur, par rapport à ce marqueur qui était, ce marqueur pour Marquez, oui, je ne l'ai pas fait exprès, cette pole position, est-ce qu'on n'en attendait pas trop justement de ce rendez-vous de Portimao par rapport justement au travail de fond qu'est en train de faire Honda ? Moi, personnellement, je ne l'attendais pas trop. Je savais que le chrono de Marquez l'année dernière, par exemple, était énorme. Ouais. Donc, non, pour le coup, je ne l'attendais pas trop. Non, c'est pareil. Après, on pourrait dire ça d'Austin la semaine prochaine. Enfin, non, 3 semaines, pardon, maintenant. Mais où Honda a gagné, oui. Et puis surtout Honda avec Marquez. Donc, non, clairement pas. Les circonstances étaient complètement différentes. Et on le sait, je le rappelle, la moto, elle est toute nouvelle. C'est pas la même que l'année dernière. C'est pas celle que Marquez a développée ou a essayé de développer ces dernières années avec les blessures, les absences, les chutes. Donc, non, c'est un nouveau projet.
Très bien. Bon. Bah écoutez, on va se quitter sur ces mots, mais avant de se quitter, on va déjà remercier Michel, parce que je crois qu'il faut que tu tardes pas trop à libérer ta chambre, sinon tu vas te faire sortir Manu Militari, si j'ai bien compris. Je pense que tu as tout compris, Eric. Je ne pourrais pas tarder à me mettre dehors. En tout cas, on te remercie encore une fois, Michel. Bon retour de Portimao et on se retrouve évidemment, Michel, dans 15 jours pour le débrief d'Austin. Je voulais juste, avant qu'on se quitte, vous faire part de lecture, hein, puisque Michel Turcot est assez prolifique là-dessus. Il y aura tous ces ouvrages que l'on va vous faire gagner tout au long de la saison avec Fabio Quartararo, champion du monde, un truc de ouf. Le livre 1000 Grands Prix réalisé avec Thomas Morcellino, n'est-ce pas? Donc ça, ce seront des livres qu'on vous fera gagner tout au long de la saison en participant à l'émission par rapport aux questions que vous pourrez nous poser. On en a parlé tout à l'heure avec la lauréate qui sera récompensée avec le tracé de Portimao dans quelques jours chez elle, Magali, donc qui va recevoir le tracé de notre partenaire Longlap. Donc si vous voulez voir ce que fait Longlap, c'est long-lap.fr et vous allez sur le site, vous verrez qu'il y a plein de choses vraiment sympas et notamment, encore une fois, les petites miniatures. Ça, c'est pour Michel Turcot pour sa bibliothèque. Hein. Voilà. Mais vous en aurez aussi, Audrey et Thomas, c'est promis. Ferdinand Degard a expérimenté 2 fois le long lap de Portimao. Voilà, exactement. Donc comme ça, c'est parfait. Encore une fois, 1000 merci. Je vous rappelle également que vous pouvez nous retrouver sur le site sportbike.fr, sportbike-mag.fr, pardon, et que vous pouvez également, et ça c'est une nouveauté, on vous remercie parce que ça marche super bien, en podcast lors des rediffusions de Grand Prix. Donc pour la petite info, on est 8e au niveau automobile sur la segmentation de ces podcasts. Donc c'est plutôt une réussite qu'on vous doit et on vous remercie également. Merci Audrey, merci beaucoup d'avoir fait l'effort de venir jusqu'au studio. Merci Doc, merci Thomas. Encore plus d'efforts. Oui, encore plus d'efforts. Non, mais c'est pas vrai. Il faut tout le temps qu'ils se plaignent. Pardon, il faut tout le temps qu'ils se plaignent. En tout cas, merci et on se retrouve à Austin pour le débrief du 3e Grand Prix de la saison. Et n'oubliez pas qu'en amont de chaque Grand Prix, on vous propose la fiche technique en partenariat avec Motul, la fiche technique du Grand Prix où vous connaîtrez toutes les données pour bien suivre le Grand Prix. Voilà, c'est terminé cette fois. Merci, bonne soirée et à dans 15 jours.